Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying me, and I can live my story differently. The greedy siren chewing on me while I sing. Oh, 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 oh. And the falling shows, I wonder why me. On my way to the falls, I hope you see. We are heading to the wall, even if you're sorry. Will I sing? Oh, 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 oh. In my sleep, nothing sane, nothing according to plan. If I could be someone without you, the same smile every day, the sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying me, and I can read my story differently. The greedy sound chewing all around me while I sing. Oh, 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 oh. And in my sleep, nothing sane, nothing according to plan. And if I could be someone without you, the same smile every day, the sirens calling away. This means so much more. This means so much more. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Jean-Pierre Cassin, je suis directeur du marketing et de la communication de Media Meeting. Je suis très heureux de vous accueillir pour parler, comme nous le faisons régulièrement, de communication interne, mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui, nous avons choisi d'évoquer un sujet un peu plus large que celui de la communication interne, un sujet brûlant dans de nombreuses entreprises, le recrutement et la fidélisation de leurs collaborateurs. Donc, je ne vous apprends rien, évidemment, si je vous dis que les entreprises font face à des enjeux de transformation importants en ce moment, des enjeux liés d'un côté au contexte d'incertitude, depuis la crise sanitaire, à la crise économique également, suite au conflit en Ukraine, avec des sujets d'inflation notamment, et d'un autre côté, des enjeux liés à la modification importante pour les collaborateurs de leur rapport au travail, l'arrivée du travail, etc., etc. Alors, on sait que le secteur de la distribution est particulièrement au cœur de ces incertitudes et de ces transformations. On pourrait aussi citer la restauration, par exemple. Si d'ailleurs vous faites partie de ces secteurs dans le chat, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Et donc, pour parler de tout ça, à mes côtés, comme elle a l'habitude de le faire pour nos webinars, Anne-Marie Decouvreur, présidente de Media Meeting et d'Airzen Radio. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Et aujourd'hui, Anne-Marie, pour ce sujet complexe, nous avons choisi de nous entourer d'une experte en transformation qui nous fait l'honneur. Alors, le mot est fort, mais il reflète tout le bien que nous pensons de sa compagnie aujourd'hui. Donc, pour être avec nous aujourd'hui pour cet échange, il s'agit de Muriel Bolto, présidente de Réseau 137, experte du management de transition et des recrutements d'urgence. Bonjour Muriel. Bonjour Anne-Marie, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Alors, Anne-Marie, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être pour les auditeurs qui découvrent nos webinaires, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Media Meeting ? Oui, bien sûr, Jean-Pierre. Media Meeting, c'est une très jolie entreprise. C'est le leader de la communication interne audio en France. Chez Media Meeting, nous produisons, nous diffusons toute la journée des podcasts, des web radios, des émissions pour accompagner la transformation des entreprises françaises. Et il y a beaucoup de sujets en ce moment, Jean-Pierre. Donc, on a vraiment une activité très, très forte en termes de production et de diffusion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chez Media Meeting, nous ne nous limitons pas à produire des contenus comme un studio de production. Nous mesurons les audiences de nos contenus avec nos clients. Donc, nous travaillons avec nos clients sur une promesse d'audience, des objectifs d'audience. Nous allons chercher de l'audience ensemble et nous la mesurons et nous la faisons grandir mois après mois, année après année. C'est ça, une création de valeur. Et Media Meeting a une très belle actualité cette semaine, Jean-Pierre et Muriel. Puis, le
groupe AMI, Audio Média Impact, qui regroupe RZN Radio, la première radio 100% positive en France, et Media Meeting. Et nous sommes le premier groupe de médias audio en France à nous engager dans l'impact en accueillant dans notre capitale le premier fonds européen Impact qui s'appelle Impact Partners, que je salue chaleureusement. Et donc, qu'est-ce qui va changer chez nous? Eh bien, en plus de mesurer nos audiences, ce qui est notre métier, eh bien, nous allons mesurer l'impact social de nos programmes avec nos clients. Donc, nous allons mesurer dans les entreprises et auprès du grand public l'impact social de nos programmes, notamment auprès des plus fragilisés, les salariés postés, les salariés qui ont des métiers de pénibilité, etc. Donc, on est très heureux d'être le premier groupe français à rentrer dans la dynamique d'impact et on espère qu'il y en aura plein qui nous suivront. Parfait. Muriel, est-ce que je peux vous demander le même exercice, donc nous dire peut-être quelques mots sur votre parcours et sur Réseau 137? Oui, avec plaisir. Eh bien, donc, je suis Muriel Bolto, donc présidente de Réseau 137. J'ai un parcours d'entreprise puisque j'ai passé plus de 30 ans au sein du retail, dans une grande maison notamment, mais pas que, qui s'appelle Carrefour. Et j'ai eu tout un parcours sur le terrain auprès des clients dans ma première partie d'histoire. Et puis 18 années dans les ressources humaines à tous les étages de la maison, dans des fonctions de DRH et aussi dans des fonctions de talent assez importantes et d'organisation et de transformation. Voilà. Chevillée au corps avec la notion d'entreprendre, j'ai rejoint le groupe Alixio il y a quelques années. Groupe Alixio, leader de la transformation RH en France, pour pouvoir fonder et diriger Réseau 137, qui est donc un cabinet de management de transition. Et j'en suis aujourd'hui la fondatrice et la dirigeante. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. Voilà pour donc les présentations. Un dernier mot pour saluer d'ailleurs tous les participants à ce webinaire et leur dire que bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités sur le chat, donc à droite de votre écran. C'est Camille que je salue qui recueille ces questions et on y répondra si vous êtes tous d'accord à la fin de la présentation de Muriel et Anne-Marie. Voilà. Alors, Muriel, Anne-Marie, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour parler donc de fidélisation des collaborateurs, il vaut peut-être mieux d'abord comprendre le contexte dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui, un contexte vraiment particulier qu'on observe dans les entreprises. Là, Muriel, il y a des choses à dire. Je pense que le premier sujet qu'on pourrait évoquer, c'est celui dont on parle plutôt pas mal en ce moment, c'est celui de la grande démission. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette grande démission ? C'est vrai que depuis plusieurs mois, je trouve que ça s'est un petit peu calmé récemment. Il y a eu beaucoup d'articles sur ces sujets. Évidemment, toutes les entreprises expriment de très grandes difficultés de recrutement. Donc, celui de la grande démission a fait écho. On s'est posé la question très clairement, la grande démission l'est-elle vraiment ? Et moi, j'avais envie de partager avec vous quelques chiffres, parce que je trouve que c'est intéressant de se remettre sur un peu du rationnel et de la réalité derrière tout cela. Je vais vous emmener 2 secondes en voyage aux États-Unis parce que finalement, ce sujet STEM est né évidemment là-bas il y a maintenant quelques mois. Et il est né pour une raison très très simple, c'est que lorsqu'il y a eu l'analyse des chiffres de cette démission qui s'est produite aux États-Unis, on s'est aperçu, alors c'est la DARES qui nous porte ces sources d'informations, que les démissions qui étaient à 2% avant la crise, alors 2% c'est faible, mais vu le volume de nombre de personnes que ça représente, effectivement ça reste important, eh bien ces 2% sont passés à 3% de personnes qui démissionnaient pendant, juste après en tous les cas la crise sanitaire. Donc ça a été un premier élément, mais surtout l'élément qui a fait déclencher cette idée de la grande démission, ça a été de constater que les gens qui quittaient leurs entreprises, pour un point d'entre eux, n'y retournaient pas. Et le un point d'entre eux est extrêmement important. Et ça, dit autrement, révèle que finalement, une partie des gens ne sont pas revenus dans des activités professionnelles. Ça a posé la question de se demander ce qu'ils allaient bien faire et comment ils allaient orienter leur activité. Ça a été le déclencheur. Si je vous ramène maintenant en France et qu'on regarde concrètement notre année 2022, on constate en France qu'il y a eu 500 000 démissions chaque trimestre. C'est 25% de plus qu'avant la crise, excusez-moi. Donc, évidemment, le chiffre est conséquent. On est passé donc de 2 à 2,5% de démissions sur l'année 2022. Mais en revanche, c'est là où la comparaison avec les États-Unis s'arrête pleinement, puisque le taux d'activité, lui, à l'inverse des États-Unis, a progressé de 1 point. Donc, ça révèle l'inverse. Ça signifie qu'en France, il y a eu un flux
très important et plus important qu'avant la crise de personnes qui ont changé d'activité, mais pour retourner dans l'emploi. Et c'est ce qu'on peut finalement appeler, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez largement compris, c'est ce qu'on a appelé la grande rotation. Et Jean-Pierre, si on prend 2 secondes de pas en arrière, parce que moi je me suis demandé si finalement ça avait déjà été ainsi dans le passé, évidemment, la DARES le révèle très clairement. Quand on regarde chacune des crises qui ont eu lieu, celle de 2000, 2007, alors 2008, moi je m'en souviens très bien, on était à la veille du plein emploi avant que ça s'écroule, et bien en réalité, on s'aperçoit que très naturellement, après chaque crise, il y a un rebond de l'activité, donc un rebond de l'emploi, et donc finalement, ce qui s'inverse, c'est le pouvoir de négociation des collaborateurs avec un choix qui est plus large. Et c'est quelque chose qu'on a systématiquement, effectivement, avant la crise. Alors, pour autant, si on regarde 2 secondes les chiffres du chômage, ils sont sur le dernier trimestre annoncés par le gouvernement à 7,3%. On n'avait quand même pas atteint ça depuis 1980, donc c'est quand même un chiffre important. Ils estiment 7,5 cette année, en 2023, on verra bien la réalité. 12,2 en Espagne, si on va 2 secondes chez nos voisins. 3,7 aux États-Unis, donc c'est quand même des taux qui sont extrêmement bas. Et puis, en juillet dernier, lorsqu'on regarde également le mois de juillet en France, 4,8%. Alors, juillet, c'est les vacances, mais quand même, on n'avait jamais atteint ce taux-là. Donc, grande rotation en France, Jean-Pierre. Voilà, grande rotation plutôt que grande démission. Alors, il y a quand même des éléments, on va dire, structurels qui permettent de comprendre la situation que peut-être nos auditeurs connaissent en France. Oui, parce que je trouve que dans le quotidien, dans mes rencontres, on est beaucoup tous, et peut-être moi aussi la première, sur du court terme, parce qu'on essaie de réagir comme on peut finalement à ces besoins de talent. Mais moi, j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui, je trouve, sort très peu dans les conversations, dans la presse. C'est le phénomène de la démographie et qui nous raconte une autre histoire, puisque ça nous raconte qu'il faut à la fois régler le court terme, évidemment, mais on a vraiment un intérêt absolu à préparer le moyen-long terme, puisque depuis des mois, alors, avec tout ce qu'on vient de se dire, évidemment, vous imaginez bien qu'il y a des tas de chercheurs, économistes, statisticiens, sociologues, bref, qui tentent de percer ces mystères de l'emploi, aussi de ceux qui disparaissent pendant l'emploi. Mais quand on regarde la démographie très très près, on voit quand même que si ces nombreux phénomènes viennent bouleverser le marché du travail, tels que le télétravail, la baisse d'attractivité, la démotivation, on parle aussi de démission silencieuse, n'empêche qu'on ne doit absolument pas avoir cet arbre qui cache la forêt, qui s'appelle une tendance plutôt structurelle, et qui est donc la démographie. Si on regarde concrètement dans les pays de l'OCDE, la population en âge de travailler a commencé déjà à diminuer. D'ici 2050, la population active diminuera en Europe de 49 millions. Et en France, la population française se compose dorénavant, si on regarde les âges en fait des personnes qui sont en activité, eh bien pour la première fois, les plus de 65 ans sont aujourd'hui en passe de devenir plus nombreux que les moins de 19 ans. Bon, je ne ferai pas de lien avec l'actualité que l'on vit tous en ce moment. Il y a un petit clin d'œil quand même parce qu'on se dit que si on ne traite que le court terme, on va un peu dans le mur. On a vraiment une obligation à se dire que l'après-crise, même s'il y a une dynamique très forte qui est montée sur 2022-2023, n'empêche qu'il y a une tendance de fond et qu'on ne va pas régler le problème de l'emploi tout de suite. D'ailleurs, il y a des pays qui ont déjà très clairement réagi. L'Allemagne, par exemple, qui ambitionne, qui a clairement fait un plan sur d'immigration avec l'accueil de 400 000 étrangers. Et je voulais vous raconter 2 secondes aussi le Japon, parce que je trouve, j'avais envie de vous emmener très très loin en me disant, pardon Jean-Pierre. On voyage avec vous, Marie-Laure. On essaie parce qu'en fait, le sujet, il n'est pas structurellement français. Et sûr. Puis, il n'est pas non plus... Enfin, aujourd'hui, la technologie, on y reviendra peut-être tout à l'heure, permet quand même de regarder globalement le talent et l'emploi d'une manière mondiale. Et au Japon, eux, leur sujet, c'est qu'ils ont un tiers de la population en âge de travailler qui va disparaître d'ici 2040. Donc, le Japon, leur sujet, c'est pas du tout comment on recrute demain matin. Il y a un enjeu de repenser, en fait, le modèle de production. C'est un pays vieillissant qui fait moins d'enfants. Donc, ce qu'ils ont fait, ce qu'on peut observer, c'est au pied du mont Fidji, certains d'entre vous peut-être l'ont vu, c'est une ville qui sont en train de complètement robotiser, dans lequel ils mettent toutes les expériences possibles de domotique, d'algorithmes, voilà, de nouvelles technologies, dans l'idée de se dire que ça va remplacer, en tous les cas, c'est une expérience, l'ensemble des processus qui peuvent être remplacés et pilotés depuis
depuis des machines et permettre aux jeunes de pouvoir se concentrer sur des emplois à plus forte valeur ajoutée. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que le Japon, mine de rien, c'est nous demain. Si on se projette 2050 ou 2100, donc il y a vraiment cet enjeu de se dire, penser le recrutement aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. À moyen terme aussi sur la démographie, mais aller regarder même encore plus loin, la notion de production peut être complètement changée. Un petit clin d'œil quand même pour notre petit robot beeper, moi que j'aimais beaucoup, qui a été racheté par les Japonais. Donc voilà, on voit qu'il y a cette émulation. Et c'est en plus intéressant parce que le Japon ne le fait pas seul. Il s'entoure de multiples pays d'Asie pour pouvoir co-construire une révolution finalement dans la ville. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça. Merci beaucoup pour ce témoignage sur ce qui se passe dans un pays qui finalement, voilà, qui peut représenter le modèle français à terme, effectivement. Donc, on comprend très bien cette influence de la démographie sur la demande d'emploi. Myriam, merci beaucoup pour ces explications. Et en ce qui concerne l'offre, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est? On sait que le travail il a été pas mal digitalisé. Donc, est-ce que ça a fait baisser l'offre d'emploi? Sans citer le nom d'un très grand groupe de conseil mondial que tout le monde connaît, qui avait annoncé la fin de l'emploi avec un taux de perte énorme, tout évoluant tout le temps. La réalité, en tous les cas aujourd'hui, c'est que cette perte d'emploi digitale annoncée il y a maintenant quelques années ne se produit pas du tout. C'est l'inverse qui se produit. Il y a de la création d'emplois. On sait qu'on manque tous en fait de spécialistes dans le digital, qu'on a un enjeu au-delà du recrutement, de formation et d'apprentissage, il n'y a pas d'autre choix. Et on est plutôt dans un contexte de création d'emplois. On imaginait que cette numérisation de l'économie serait un facteur de destruction. La création d'emplois, elle est liée aux transformations digitales. Je pense que la pandémie a aussi accéléré en fait des prises de conscience bien plus fortes que ce qu'on avait imaginé. Un exemple très concret de ce que permet le digital aujourd'hui, qui crée finalement de l'emploi, quitte à faire un peu grincer des dents certains d'entre vous, c'est la gig economy mondiale, donc ces fameuses micro-missions, parce que certains pointent du doigt sur l'ubérisation qui effectivement sur d'autres raisons, notamment d'encadrement social, nécessite d'être regardée, mais pour autant, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la gig economy a répondu à un besoin d'un grand nombre de salariés, souvent des jeunes, souvent ceux d'ailleurs qui n'avaient pas accès au télétravail, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on parle de 5% de la population active, qui à travers l'accès au digital et l'accès à des micro-missions, ont trouvé énormément de flexibilité pour pouvoir vivre leur vie telle qu'ils en avaient envie. Et Dieu sait si en ce moment, c'est quand même très tendance parmi nos enfants ou parmi même nos collaborateurs. C'est exact. Anna-Marie, d'ailleurs, toi qui aimes analyser les organisations, la place des entreprises dans ce contexte inédit que vient de décrire en partie Muriel, et merci beaucoup. Quel regard, toi, Anne-Marie, tu portes sur ces différents sujets? Alors, effectivement, Jean-Pierre, dans le groupe Media Meeting et chez RZN Radio, on a la chance de pouvoir travailler tous les jours sur des dizaines et des dizaines de sujets d'entreprise. Le premier regard que je voudrais porter sur cette situation, c'est probablement que c'est une situation, effectivement, une des plus complexes que j'observe depuis le début de ma carrière de DIRCOM, qui était il y a quelques années avant ma vie d'entrepreneur. Donc, effectivement, on est dans une situation plutôt de complexité nouvelle, avec effectivement des cycles de complexité qui se raccourcissent et qui donnent l'impression de s'intensifier. On est sur une période d'incertitude forte et le français, l'incertitude, c'est pas ce que nous préférons. Nous sommes un peuple qui est un grand peuple qui fait de très très belles choses. Par contre, l'incertitude chez nous, c'est pas hyper confort. On aime bien savoir un peu où on met les pieds en France. Et donc, on est sur une période d'incertitude forte, assez inconfortable, je dirais, Jean-Pierre, et à la fois en termes économiques et à la fois en termes climatique, géopolitique, encore un peu de sanitaire qui traîne par-ci, par-là. Donc, on a effectivement une conjonction qui est une conjonction d'incertitude. Et dans ce contexte-là, je voudrais dire deux choses. D'abord, véritablement, la conviction que nous avons dans notre entreprise que la place des entreprises va être déterminante pour conduire les transformations dans les années à venir. Nous pensons vraiment que la transformation du pays, on a tous bien compris qu'on allait devoir changer nos vies ou qu'on allait pouvoir changer nos vies, ce qui est encore plus chouette. Et effectivement, le sentiment que l'on a en observant nos clients, nos partenaires et tous les gens qu'on interviewe au quotidien, on fait quand même plus de 320 interviews par semaine.
Eh bien, c'est qu'effectivement, ça va commencer dans les entreprises, ça va commencer sur les territoires et je devrais dire ça a déjà commencé parce que le changement est en train de s'initier profondément. Et donc, nous pensons et nous observons que ce sont les entreprises petites, moyennes ou grandes qui vont changer ce pays. Et donc, eh bien, on doit transformer les entreprises pour transformer notre pays. Et là, effectivement, les fonctions de direction générale, les fonctions RH vont avoir un rôle absolument déterminant à la manœuvre. Et puis, il y a deux aspects que je voudrais souligner. J'écoutais Muriel avec un infini plaisir. Et ce que je me disais, c'est attention, faisons bien attention. Nous avons vécu un XXe siècle que vous connaissez bien, Muriel, qui était un siècle vraiment de prêt-à-porter. Et faisons bien attention, et ça nous est déjà signalé par plusieurs observateurs que le XXIe siècle ne soit pas celui du prêt-à-penser. Donc, celui des réponses simples aux questions complexes. Je pense que si on avait voulu imaginer le propos de Muriel 1 heure avant ce matin, on n'aurait probablement pas du tout pensé que la grande démission, c'était pas tout à fait ce qu'on croyait, etc. Et donc, véritablement, attention au prêt-à-penser en entreprise et dans la société civile, ça vient nourrir les extrêmes, ça simplifie de façon excessive un débat qui fondamentalement est un débat un peu complexe actuellement. Mais est-ce que c'est grave la complexité? Est-ce que quelqu'un, quand on est né, nous a dit que la vie devrait être simple? En tout cas, je ne crois pas. Et donc, ces salariés, ces Français qui croient que la vie doit toujours être simple, eh bien, c'est pas sûr. Mais la complexité, c'est pas forcément risqué, c'est pas forcément dangereux si tant est qu'on prenne le temps de bien la comprendre. Donc, attention au prêt-à-penser et puis attention effectivement à l'absence de sens. Et donc, il y a un véritable travail, on en reparlera, je pense, qui est de construire un nouveau sens. Donc, rien ne vaut la documentation et l'observation. Et tu as d'ailleurs donc quelques chiffres peut-être à nous partager sur cette transformation qui a déjà démarré, tu le disais. Oui, on a voulu vraiment vous partager quelques grands chiffres. 60% des Français ont épargné 140 milliards dans les dernières années. C'est plus que le plan de relance. 40% des Français, à contrario, ne peuvent pas s'offrir un seul petit plaisir dans l'année. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui un clivage, une société qui est véritablement en situation de souffrance. 38 millions de Français gagnent moins de 2 000 euros par mois et le 10 du mois, il leur reste à peu près 100 euros pour vivre. 46% des Français font leurs courses alimentaires à 10 euros près. Et 14% des Français, nous disent les études de la grande distribution, font leurs courses alimentaires à 1 euro près. Donc, à côté du pouvoir d'achat, il y a aussi le vouloir d'achat. Enfin, pas à côté, en même temps, en fait. Il y a le pouvoir et le vouloir d'achat. Et les Français sont véritablement pris entre le conflit de la fin du monde et puis le conflit de la fin du mois. Et on doit arbitrer au quotidien, dans nos familles, dans nos vies, etc. Par ailleurs, on nous annonce une inflation dont les chiffres ne cessent d'évoluer, mais que grosso modo, on va qualifier quelque part entre 6 et 8 ou peut-être 12. Enfin, on va se situer dans ces chiffres-là. Et nous savons tous, autour de cette table, que toutes les entreprises françaises ne pourront pas rattraper ce niveau d'inflation dans les salaires. Évidemment, ce ne sera pas possible. Certains grands groupes vont pouvoir le faire. Certaines ETI et PME vont pouvoir le faire, d'autres entreprises ne pourront pas rattraper l'inflation qui est en cours. Donc, effectivement, les tensions économiques vont très probablement augmenter, les tensions sociales, on le voit, et ça va directement se répercuter sur les équipes managériales et sur les équipes RH qui vont être véritablement, encore une fois, en première ligne, je disais tout à l'heure, au front véritablement de la situation actuelle. Oui, parce qu'enjeu lié à un contexte tendu dans la société et donc forcément enjeu dans l'entreprise. Oui, bien sûr, on a des enjeux. Alors, les prospectivistes les décrivent très bien. Hein, Marc Alevi a très bien documenté les choses et il n'est pas le seul. On a effectivement des enjeux économiques avec des situations inflationnistes, une tension sur les approvisionnements, un peu de spéculation aussi qui se promène à différents endroits de l'économie, un besoin en fonds de roulement, des taux d'intérêt qui évoluent. Enfin, tout ça est en train de beaucoup bouger. On a des enjeux de chiffre d'affaires, on a des secteurs d'activité qui véritablement
sont en souffrance. Le secteur du bio, par exemple, est aujourd'hui à peu près autour de moins 15%. On est vraiment sur des secteurs difficiles. Les marchés comme le marché de l'ameublement sont en souffrance forte. On a des zones de tension qui sont fortes et avec la remontée des taux d'intérêt, ça va continuer. Et puis, on a des enjeux sur les ressources. Muriel le décrivait très bien avec des sujets de recrutement, de fidélisation, de motivation de l'équipe. On a aussi des enjeux de changement culturel à opérer. Le futur monde qui s'offre à nous, effectivement, il va être différent. Pour autant, va-t-il être pire? Eh bien, on ne le sait pas encore. Ce que l'on sait, c'est que ça va remuer un peu avant de rentrer vraiment de plein pied dans ce nouveau monde. Donc là, on va être chahuté pendant un temps qui est un paramètre inconnu en plus. Donc, on ne connaît pas. On ne connaît pas effectivement l'intensité de ce qui va nous toucher et on ne connaît pas non plus la durée. Tout cela est assez inconfortable quand même. Mais finalement, est-ce que c'est très grave? On ne le sait pas aussi. Donc, on a des enjeux court terme, des enjeux moyen terme. Et donc, comment arriver à installer une nouvelle économie qu'on peut peut-être qualifier de nouvelle économie de la frugalité? On va voir a posteriori peut-être comment on la documentera, comment on la qualifiera. Bref, on est en pleine transformation. Et effectivement, il va y avoir une mobilisation de l'alimentation qui va être réelle et qui va être forte. Mais c'est un peu toujours le cas pour les entreprises. C'est peut-être juste un peu plus le cas en ce moment. Alors, parmi les enjeux que doivent affronter les entreprises, donc il y a des enjeux sur les ressources. Anne-Marie vient de le redire. C'est le sujet de notre webinaire. Il y a donc notamment celui de la fidélisation. Là, Muriel, vous avez une opinion qui est assez inédite sur ce sujet, il me semble, en tout cas, qui est peut-être à contre-courant sur cet aspect de fidélisation. Oui, mais alors, je peux vraiment pas, du coup, m'empêcher de faire le lien avec ce que vient de dire Anne-Marie. D'ailleurs, j'ai froid dans le dos quand je vois quand même les chiffres que tu viens de partager. Ça me touche beaucoup. Et quand tu parlais d'économie, Anne-Marie, moi, j'ai une proposition à vous faire, mais qui va glisser sur votre réponse. C'est que, en t'écoutant, je me dis, il faut qu'on passe d'une économie de la propriété à une économie de l'empathie. Et on n'a pas d'autre option. C'est-à-dire que finalement, lorsque c'est inconnu, ça veut dire qu'il faut expérimenter. C'est pas plus grave que ça. Et qu'expérimenter, ça se fait à plusieurs et ça se fait dans un collectif et ça se fait dans du partage. Et je sais plus quel artiste disait en janvier en souhaitant ses vœux. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je crois que c'est, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, je vous l'offre comme ça. Il disait finalement pour 2023, je nous offre des conversations. Et je trouvais que c'était extrêmement joli. Et dans l'entreprise, remettre la conversation, tu parlais de débat, au cœur du sujet, il n'y a pas d'autre option pour pouvoir se donner des tentatives d'expérimentation et de régler au fur et à mesure le système, au fur et à mesure qu'il va avancer. Et ça me fait le lien forcément avec ce sujet de la fidélisation. Je ne m'étais pas préparée à ça, mais je me dis finalement, alors pourquoi inédite? Parce que quand j'écoute beaucoup les entreprises, nos clients, lorsqu'on discute autour du management de transition et qu'on discute autour du projet finalement de l'entreprise et de sa problématique, tout le temps on entend parler de ce sujet de la fidélisation. Et je dis tiens, c'est intéressant parce que pour moi en tous les cas, ça évoque encore cette notion de propriété. Être fidèle à quoi? Être fidèle à qui? Être fidèle pourquoi? Évidemment que la loyauté, la fidélité, c'est nécessaire. Mais pour autant, est-ce que finalement, quand on a un besoin dans une entreprise de compétences, de talents, le sujet, il n'est pas ici et maintenant, dans le présent. Et que ce sujet, il est plus, pour moi, clé dans le onboarding, de comment j'accueille, quelle hospitalité j'offre finalement à mon collaborateur, comment j'accepte finalement qu'il y ait un passage, qu'il ne vienne plus dans l'entreprise pour la vie, ou pour 20 ans, ou pour 30 ans. Et pour moi, le reflet de la fidélité, c'est encore rester accroché sur un peu plus de la même chose du passé. Et moi, j'ai plus envie, ensemble, tout à l'heure, quand on se quittera, que chacun réfléchisse à cette notion du passage. Je ne sais pas ce que vous vivez dans vos entreprises. Moi, j'ai parfois vécu, je dois vous l'avouer, cette notion de trahison quand on quitte un manager. Et là, on voit bien qu'on touche de l'affectif, ou cette question de la complexité, parce qu'on investit beaucoup sur de la formation, sur des projets, et donc ça met tout le monde un peu dans l'embarras. En fait, en réalité, si on considère qu'il y a un début, une fin, que c'est intégré, alors on espère quand même, et moi je suis la première avec mes collaborateurs à espérer que ça dure quand même quelques années, mais si on est dans une notion de passage, alors ça repense le système de onboarding de manière extrêmement exigeante et ça repense aussi sans doute la notion de la formation. Qu'est-ce qui est utile ici et maintenant que je dois les délivrer et sur lequel on doit co-construire un projet commun? J'offre un talent, vous m'offrez des moyens et on y va ensemble.
Voilà, c'était ça un petit peu ma petite pensée du matin, Jean-Pierre. Je voulais partager avec vous, mais ça colle tellement à ce que tu dis, Anne-Marie, sur l'économie. Voilà, économie de l'empathie, c'est ce que je vous offre ce matin. Voilà. Merci beaucoup pour cette notion de passage très, très intéressante, en tout cas assez inédite, je trouve, dans ce qui se dit habituellement sur ce sujet. D'ailleurs, si vous êtes vous-même interloqué par cette notion dans le chat, n'hésitez pas à réagir sur ce sujet. Sentez-vous bien sûr libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, l'objectif de ce webinaire et de ce temps de conversation, on va l'appeler comme ça, du coup, Muriel, c'est aussi d'apporter des réflexions sur de nouvelles approches pour justement surmonter ou atténuer les difficultés associées au contexte que nous venons de décrire. Et toutes les deux, vous êtes d'accord, je crois, sur la grande importance à apporter sur le management. Muriel, je me tourne vers vous sur ce point-là, précisément, parce que vous avez là encore une vision assez intéressante, puisque vous voulez évoquer avec nous le prisme du management de transition. Quelques mots sur ça. C'est vrai que quand j'ai quitté mes fonctions de DRH et que j'ai commencé à imaginer le projet qui existe déjà, le management de transition, il y a 4 ans en arrière, était largement déjà installé, mais pas implanté de manière moderne et en tous les cas dans l'esprit de tous. C'était plutôt quelque chose de très industriel qui se démocratise aujourd'hui énormément. Et au final, il y avait une espèce d'évidence de se dire on a dépassé le cadre, et c'était juste avant le Covid, finalement, de ce sujet des contrats. Évidemment qu'il y aura toujours des CDI, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais cette idée du contrat n'est pas le sujet. Je pense quand vous recrutez, vous cherchez un talent qui, encore une fois, à un instant T, va régler en fait une situation, un projet, un problème. Et si on est uniquement sur celui de la compétence à un instant T, tout d'un coup, le management de transition devient quand même un vrai espoir, une vraie possibilité pour régler en 48 heures, parce que c'est de ça dont il s'agit, un besoin immédiat d'une personne qui va, le temps d'un cap, avec une date de fin déterminée, venir vraiment apporter quelque chose d'extrêmement concret et opérationnel. Et c'est vrai que l'après-Covid est venu exploser clairement ce sujet de besoin de flexibilité à tout prix des entreprises et de liberté des individus. Le management de transition, elle vend en poupe. Et quand on regarde les chiffres d'affaires 2022, en fait, c'est 35% de progression. Et si je prends janvier 2023 que nous venons de clôturer, bon, on a explosé tous les records. C'est un mois record, en tous les cas chez nous, en termes de chiffre d'affaires, de volume d'activité, parce que finalement, aujourd'hui, c'est 50% de nos entreprises qui, hier, n'avaient jamais utilisé le management de transition, qui y vont, parce que ce fameux calcul, du coup, quand on prend aujourd'hui les charges globales d'un salarié et qu'on le compare à ce projet-là, eh bien, on a vite fait le calcul de s'apercevoir que c'est plus le sujet. Et que là, un coup de fil suffit pour pouvoir à tout moment se dire j'ai besoin de tel type de compétences. Alors c'est plutôt des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, tous métiers confondus, mais qui en l'espace de 2-3 jours vont être à votre disposition pour pouvoir venir régler ou traiter ou gérer le sujet que vous souhaitez. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable parce qu'on se dit à la fois on a besoin, on se dit qu'on ne trouve pas de talent et là on nous explique qu'en 2 jours on en a. Alors c'est pas tout à fait les mêmes populations, on ne parle pas de personnes en restauration, on parle d'expertise de haut niveau. Mais en réalité, il y a un gisement de vivier qui existe et des méthodes en fait de travail, de partenariat, de gestion de réseau, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons, qui font que nous arrivons à nous connecter en 24 ou 48 heures à nos réseaux, à nos partenaires, pour pouvoir s'adresser à des gens qui sont disponibles ou prêts à l'être, et déjà ou pas fait du management de transition, et qui vont venir mettre à disposition leurs talents. Et je me souviens au début, on parlait de gens très anciens, c'était plutôt masculinisé. Aujourd'hui, nous, sur Réseau 137, c'était moi un de mes prérequis dès le départ, c'était d'installer de la diversité, de la pluralité. On a 42% de femmes aujourd'hui qui sont avec nous dans notre carnet d'adresses. Nous avons le plus jeune, je crois, à 32 ans, parce que finalement, moi, je pense que la valeur n'attend pas le nombre des années. Il y a un moment donné où on n'a pas besoin d'avoir 30 ans d'expérience pour pouvoir le transmettre. Ça dépend de notre histoire, de qui on est, de comment on le fait. Et ça vient quand même clairement apporter une réponse dans l'urgence ou dans le rythme immédiat pour avancer ensemble sur de la transformation. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui me semble
vraiment partie pour longtemps. On parlait tout à l'heure de la GIF économie qui touche une autre partie de la population. Là, on parle du management de transition. Et tout ça, quelque part autour, c'est de l'indépendance qu'il y a derrière et des personnes qui, parfois, font de l'alternance, viennent faire ce métier de manager de transition et vont repartir en CDI. Et d'ailleurs, nous, ce que nous constatons, c'est quasiment une fois sur deux, l'entreprise décide au final de basculer en CDI, soit au démarrage, lorsqu'on présente les profils, soit pendant la mission. Et ça offre énormément, évidemment, de souplesse. Oui, c'est ça, souplesse, agilité, regard novateur aussi, peut-être pour les entreprises, avec de nouveaux regards sur l'entreprise qui arrive très rapidement, vous l'avez dit, avec ces managers de transition. Sur les managers, Anne-Marie, quelle autre perspective tu observes sur cette population-là? Ce qu'on observe véritablement, j'écoute Muriel avec une très grande attention, ce qu'on observe véritablement, c'est que dans la situation d'impermanence qui est la nôtre désormais, on a des managers qui sont véritablement clés. Ils le sont toujours dans les entreprises, ils sont toujours clés, mais dans une situation de transformation aussi forte, ils sont vraiment en première ligne au quotidien et ça ne décrète pas de conduire de véritables transformations, parce que la transformation, elle touche également le manager lui-même. Donc, ce que l'on observe, c'est qu'il y a véritablement l'opportunité de conduire un véritable effort de guerre sur cette ligne managériale adaptée à la situation, avec un travail fort sur les managers en poste, et ne pas hésiter, comme dit Muriel, à faire appel à du manager de transition quand on sent que la ligne elle est un petit peu fragile. Ça ne pose aucun problème. Et donc, effectivement, il y a un effort de guerre à faire porter sur ces gens-là parce qu'ils sont véritablement en première ligne pour conduire les transformations. Donc, ils doivent se transformer eux-mêmes, ils doivent transformer leur famille, leur entourage, et ils doivent aussi transformer leurs équipes. Mais quel travail quand on se lève le matin! Donc, si on les laisse véritablement tout seuls, eh bien, on va avoir des gens qui vont se décourager, qui vont s'épuiser, qui vont se fatiguer parce qu'ils vont avoir devant eux des enjeux qui sont considérables. Alors, le rôle du manager, il est déjà difficile habituellement, mais actuellement, il est vraiment encore plus difficile, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, la com interne, elle a peut-être un rôle à jouer. Donc, effectivement, il y a tout le travail que peut faire la DRH en renforçant au maximum sa ligne managériale, en faisant porter un effort considérable sur cette ligne managériale, un effort de partage, un effort d'écoute, un effort de soutien, un effort de valorisation, enfin tout ce qui va faire du bien, tout ce qui fait que ces gens vont se sentir un peu plus forts tous les jours dans leur métier. La com interne a un rôle évidemment à jouer. On a énormément de cas effectivement qui se passent actuellement dans les entreprises avec qui on travaille. Il y a un gros effort qui peut être fait par la com interne sur notamment le fait de travailler à l'oral. Et c'est vraiment important. Quand on écrit sur un papier, on écrit à peu près 37 mots par minute. Quand on saisit sur un clavier, on est à peu près à 80 mots minute. Quand on verbalise, comme nous sommes en train de le faire tous les trois, on est entre 180 et moi, je pense que je peux arriver à 200 mots minute sur un sujet qui me passionne. Donc, on est entre 180 et 200 mots minute. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet d'avoir un discours qui est plus explicite sur des situations de complexité. Vous savez, l'ennemi de la complexité, véritablement, c'est le malentendu. Et le malentendu, c'est quelque chose qui touche un émetteur et un récepteur de bonne foi, sauf que le sujet est un peu trop complexe pour qu'on se comprenne aisément. Alors, en situation de complexité, vraiment, limitons l'écrit à ce qui est indispensable et privilégions l'oral à chaque fois que c'est possible. L'oral en présentiel, l'oral en vidéo, l'oral en podcast, on choisit ce qu'on veut, mais par contre, on va travailler un média d'oralité qui va permettre d'être à 200 mots par minute et donc de bien expliquer les choses et donc de réduire le malentendu. Parce que véritablement, la difficulté de compréhension, le manque de connaissances, c'est ce qui fait le lit de l'opposition. Et l'opposition, elle n'est pas vraiment structurelle. Les Français ne sont pas un peuple qui s'oppose pour s'opposer. C'est simplement qu'on est dans une situation de complexité et qu'il convient d'adopter le code pour se comprendre en situation de complexité. Donc, bien se comprendre,
se renforcer cette ligne managériale qui en a tellement besoin et la valoriser également au maximum. Ça me semble vraiment quelque chose d'important. Vous le sentez dans mon propos, il y a un enjeu de sens. Et il y a une attente de sens vraiment très, très forte auprès maintenant des collaborateurs et des collaborateurs en France et aussi dans les autres pays, hein, évidemment. Donc, on attend un sens nouveau au travail. On attend de bien le comprendre, ce sens nouveau au travail. Et ça, c'est pas une note de service, c'est pas une newsletter, c'est pas tous ces éléments-là qui vont permettre de partager véritablement le nouveau sens d'une entreprise. Donc, ça veut dire qu'on a une direction générale qui est impliquée, qui comprend que le sens, c'est véritablement important et que le sens en 2023 en France, ça dépasse très clairement les bilans. Donc, on est vraiment sur un rôle qui est un rôle de construire un sens nouveau. Et attention, parce que le social washing et le greenwashing, ça ne pardonnera pas dans les années qui viennent. Il va falloir inventer un sens qui soit un véritable sens. Quelle est la valeur que cette société peut apporter à la France, à ses clients, à l'international, à ses parties prenantes, à ses salariés? Quelle est la valeur nouvelle que cette société va apporter dans l'environnement dans lequel elle évolue? Ça, c'est une vraie question pour des salariés et je pense aussi de plus en plus pour des clients. Et donc, quand on réinvente ce sens, eh bien, effectivement, ça nécessite que l'ADG ait envie de le réinventer, ce sens, qu'on ait un mécanisme où la DRH s'implique énormément, encore plus, si je puis me permettre de dire cela, que d'habitude avec des postes qui sont terriblement chargés déjà, et qu'on ait un corps social qui véritablement puisse regarder collectivement, envisager le sens de cette entreprise, et donc comment envisager le sens du travail et comment envisager derrière, on a tous compris, le sens de sa vie. Ce qui se joue derrière, Jean-Pierre, c'est pourquoi je me lève le matin. Est-ce que je me lève le matin parce que le cours de l'action doit encore monter cette semaine et ça, vraiment, c'est top, mais c'est un peu juste désormais. Ou alors, est-ce que je me lève pour vraiment changer des choses? Vous savez, j'adorais cette phrase de Steve Jobs que je vous partage souvent chez Media Meeting qui est « Voulez-vous vendre de l'eau sucrée ou voulez-vous changer le monde ?» Eh bien, je crois que véritablement, de plus en plus de salariés et de gens ont envie de contribuer à changer le monde et ça commence probablement par changer le travail. Alors, on va vous mettre quelques exemples de programmes que l'on peut faire chez nos clients à l'audio, justement, au travers de ça. Parce que l'audio, tu l'as dit, Anne-Marie, c'est dans ce contexte d'agilité nécessaire que décrivait Muriel, c'est très utile, et notamment pour donner du sens. Alors, Muriel, ce besoin de sens dans les entreprises, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? On en a parlé avec Anne-Marie l'autre jour et je me disais que on est encore, je trouve, dans les entreprises souvent en train de se dire la stratégie a été conçue, c'est bien normal, par la direction générale. Il y a encore cette idée de considérer qu'il faut absolument qu'elle descende, qu'elle soit appliquée, ce qui paraît un peu cohérent quand je le raconte comme ça. Et au final, qu'on donne tout le sens autour pour que les gens puissent vraiment se l'approprier. Pour moi, le sens, Anne-Marie l'a très bien dit il y a quelques instants, il se joue d'abord pour soi-même. C'est-à-dire qu'il est au local, il est sur le terrain, il est dans sa propre quête. Oui. Avec qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu disais Anne-Marie, je me lève le matin et je vais dans l'entreprise, pour certains, le sens de ça, c'est le plaisir tout simplement de retrouver une équipe, des gens que l'on aime. Et pour eux, pour qui on a envie de se battre, d'être présent, d'être à l'heure, d'être productif, parce que simplement, notre sens, c'est d'être avec eux. Et c'est OK pour moi. Ou bien alors le sens, c'est de pouvoir avoir un projet qui m'entraîne avec de la création dans lequel j'ai le sentiment de contribuer à une grande cause. Je vais prendre deux exemples extrêmement opposés. Et dans les deux cas, c'est OK. Et ce que je pense, c'est que il faut qu'on accueille finalement l'idée que chacun peut avoir une vision différente de ce sens, se raccrocher à une stratégie de manière un peu différente et adaptée, avec des valeurs communes en revanche, parce que c'est ce qui va faire une aventure humaine qui embarque tout le monde. Mais l'idée, c'est un peu plus circulaire que dire on descend ou on remonte les idées des collaborateurs pour créer la stratégie, ou on descend la stratégie pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'applique. Tu parlais de complexité. En fait, les gens, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Je pense qu'ils souhaitent tout simplement s'impliquer avec leurs croyances dans une communauté, dans un projet, et trouver le sens qu'ils ont envie de trouver, et c'est OK comme ça. Voilà. Donc, il y a aussi de la co-responsabilité, c'est-à-dire qu'on est finalement
dans l'idée de dire on attend des autres qui nous offrent du sens. On peut aussi peut-être aller le chercher soi-même et se demander le matin, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et d'ailleurs, quand on s'amuse à regarder dans le dictionnaire le mot sens, il y a 5 définitions. Je ne les ferai pas là, ce matin avec vous, mais c'est assez marrant quand même d'aller les voir. Mais qu'est-ce qui fait sens pour moi et qu'est-ce que j'offre aux autres dans mon périmètre de responsabilité, avec mes propres marges de manœuvre, là où je suis ici et maintenant. Et si déjà on répond à ça, je trouve que c'est bien et ça redonne beaucoup de souplesse et finalement de respiration, autant aux dirigeants qui se battent pour faire vivre leurs entreprises qu'aux collaborateurs qui essaient d'y contribuer. Il faut arrêter d'opposer, il faut rassembler, c'est ça que j'ai envie de dire. Et je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu veux que je parle de quelques exemples aussi. Oui, par exemple, oui, avec plaisir. Parce que sur ce sujet du sens, ou plus globalement des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, parce qu'une fois qu'on s'est dit ça, moi j'avais envie de partager avec vous 2-3 exemples d'entreprises, de ce qui se fait en ce moment, parce que tout le monde se pose quand même ces questions, et c'est qu'il y a quand même, c'est vrai, des modèles qui sont en train d'émerger. Et on est chez Réseau 137 très axé sur ça, et les collaborateurs, moi, qui me rejoignent, c'est cette valeur qu'ils doivent partager, c'est celle qu'il y a du talent dans chacun, et qu'on doit sortir, en fait, l'art et la force des individus est vraiment pleinement là, et qu'on doit sortir du synchro-sein des diplômes, du secteur, des cases dans lesquelles on nous met, pour vraiment aller révéler des compétences transverses. C'est vraiment ça qui nous anime chez Réseau 137. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'une grande partie des managers en transition finissent entre guillemets en CDI, c'est que finalement, il y a vraiment un écho sur la relation à l'autre. Et donc, on va bien au-delà du CV, de l'envie, de la performance. C'est un modèle aussi qui finalement laisse de l'espace entre les normes et les règles, et qui considère, on revient sur l'empathie, que l'autre fait partie d'un système et qu'on est ensemble en train de co-construire. Et si je prends 3 exemples qui vont vous parler, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous les ont mis en place, mais moi je les trouve quand même très novateurs. Enfin, je vais même en citer 4 très rapidement. Le premier, c'est une grande entreprise. Je ne sais pas si je peux citer les entreprises, Jean-Pierre. Je pense que c'est faisable, oui, bien sûr. En fait, en tous les cas, c'est que du positif, donc j'ai envie de les mettre à l'honneur. Carrefour, qui met en place un processus de détection de ses collaborateurs qui se décale du sacro-saint ligne managériale, c'est-à-dire appel à candidature sur tous ceux qui sont motivés dans l'entreprise pour évoluer. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et là, on vient sur la quête de sens, l'envie de l'autre, la motivation. Deuxième exemple que j'aimerais citer, c'est le gisement des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé de difficultés à recruter. Mais au final, on ne va pas toujours voir là où il y a des personnes disponibles dans les talents. Et il y a dans les chiffres réellement encore un gisement de femmes qui ne sont pas en activité. Alors, souhaite-t-elle l'être de manière temporaire. Mais pour faciliter ça, je vais vous prendre un exemple, celui de Kingfisher, qui vient de faire sauter, et un énorme bravo à Kingfisher, sa clause de mobilité géographique imposée sur toute la France, qui finalement contraignait un certain nombre de femmes à pouvoir y accéder. Un troisième exemple, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, tous les jeunes ont largement compris que rentrer dans une entreprise, on n'y rentre plus pour la vie. Et donc, le win-win, c'est qu'est-ce que j'ai à prendre et à apprendre. D'ailleurs, le mot aussi est intéressant, mais que j'emmènerai aussi avec moi par ailleurs. D'où d'ailleurs la question tout à l'heure qu'on avait de la fidélisation. C'est plus le sujet. Et en fait, on prend l'exemple de L'Oréal, que je trouve également et absolument génial, qui a mis en place une plateforme d'LMS, vous connaissez tous ces plateformes où maintenant vous mettez à disposition des collaborateurs des contenus de formation professionnelle ou très personnelle sur du développement, sur apprendre à faire la cuisine ou bref, il y a un mélange de genres pour correspondre à toutes les communautés de collaborateurs. Ils l'ont mis en place en Chine, bien loin de la France, avec un commerce qui disait oui, mais alors finalement, ça va nous coûter beaucoup d'argent parce que les gens vont choisir des formations personnelles. Eh bien, l'apprentissage, c'est quand vous laissez le choix aux gens, que s'est-il passé dans la vraie vie? Ils ont en grande majorité, majoritairement, choisi des formations professionnelles qui leur servent dans leur quotidien. Ça interpelle sur la question de la liberté. Voilà, alors j'en ai encore plein d'autres, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous ce matin. Hyper inspirant, j'imagine qu'Anne-Marie, ça te parle par rapport au sens justement que peuvent donner les entreprises? J'adore ce genre de sujet. Effectivement, on a un vrai sujet sur le sens, de vrais enjeux de sens. 77% des Français demandent à ce que leur entreprise s'engage sur ce sujet et demandent un sens nouveau pour leur travail. Donc, effectivement, on est en plein là-dedans, effectivement. Et si cette quête de sens
n'est pas travaillée, elle peut effectivement se traduire par une démobilisation ou des sujets comme ça. Et on a aujourd'hui effectivement quelque chose, vous savez, qui se joue aussi autour du projet de vie. 18 millions de Français déclarent qu'ils sont en pleine transformation de leur vie. Donc, on a la transformation de nos entreprises et la transformation de nos vies qui se jouent en même temps. Ce qu'on se demande, c'est effectivement à quoi l'entreprise va nous servir demain. Vous savez, j'adorais il y a quelques années, et c'est toujours le cas, la plupart des entreprises avaient leur projet d'entreprise. Donc, on avait le business plan, le plan stratégique, le projet d'entreprise qui était davantage une vision moyen terme de l'entreprise. Et bien, dans les gens que je croise, de plus en plus de gens ont leur projet de vie. Ça, c'est quand même top. C'est-à-dire que eh bien, les gens ont désormais un projet de vie avec la durée de vie qui leur est donnée, 80 ans, 85 ans. Eh bien, que vais-je faire de ce capital qui m'est donné et comment vais-je véritablement mettre en œuvre un projet de vie? Ça, c'est sympa. Sauf que la conséquence, c'est que le projet d'entreprise ou la stratégie d'entreprise devient une conséquence du projet de vie. Nous avons inversé, nous sommes en train d'inverser la relation au projet. Et donc, ça, c'est vraiment très sain, c'est très intéressant et structurant, si tant est qu'on sache embrasser le sens de ça. Et j'adorais ce que disait Muriel tout à l'heure, quand tu nous disais, Muriel, effectivement, s'il y a des gens qui ont envie de créer une valeur très, très forte dans leur entreprise, eh bien, c'est OK. Et si d'autres gens ont envie de créer une valeur très, très forte dans leur vie associative ou dans leur vie sportive, eh bien, c'est OK aussi. Et donc, effectivement, l'entreprise, je pense, peut accueillir cette diversité de projets de vie. Et puis, l'entreprise, alors c'est ça aussi qui fait la complexité du nouveau management, c'est que le nouveau management, ça va être un projet d'entreprise, une stratégie à mettre en œuvre et une agrégation de projets de vie qu'il va falloir gérer. Moi, j'ai envie de partir travailler au Portugal, Anne-Marie, parce que c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est possible avec l'entreprise? Attendez, je réfléchis, je reviens vers vous. Voilà, moi, j'ai envie de travailler à temps partiel. Moi, je voudrais partir pendant 2 ans et puis j'aurai plaisir à revenir. C'est ce que nous disait Muriel. Eh bien, OK, vous reviendrez dans 2 ans. Welcome home. Donc, voilà, tout ça c'est en train de changer véritablement parce qu'en fait, je pense que nous avons quelque chose qui est en train de se décentrer. On est en train de passer de la priorité du projet d'entreprise véritablement qui était le centre de notre existence à la priorité du projet de vie. Mais finalement, tout ça est quand même très sain pour une humanité. C'est quand même très sain de se dire, eh bien, je vais travailler mon projet de vie. Et qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie que d'arriver à 75 ans en se disant, je n'ai pas fait ce que je voulais faire de ma vie. Vous vous rendez compte? Et si en plus on a le mauvais goût de dire à son conjoint, et puis c'est un peu à cause de toi, ou à son employeur de dire, et c'est à cause de vous, là vraiment on est sur un constat de dégradation de valeur, qui est un constat de dégradation de valeur globale. Alors que les humains, que les Français s'emparent de leur projet de vie, moi je trouve ça quand même très très sain et très encourageant. Et du coup, le temps qu'ils vont consacrer à participer au projet d'entreprise, ça va être du temps qui, je pense, devrait être très, très créateur de valeur. Et on l'a vu avec l'exemple de L'Oréal, Muriel, c'est pas parce qu'on laisse le choix aux collaborateurs qu'ils choisissent forcément de s'éloigner des objectifs de l'entreprise finalement. On revient sur la co-responsabilité, il faut aussi faire confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont vraiment une capacité, une conscience des autres et une capacité en fait à produire ce qui est nécessaire en création de valeur. Et je trouve, Anne-Marie, que finalement, quand je t'écoute, comme les choses ne s'opposent pas pour moi mais se rassemblent, c'est celui de la compétence qui rassemble tout ça. C'est que pour une entreprise, moi j'ai envie de vous offrir l'entreprise sans frontières. On a l'interdiction en France d'aborder les sujets personnels lorsqu'on recrute, parce qu'on considère que l'acquisition de compétences est uniquement le fruit de ce que techniquement on touche dans l'entreprise. Quelqu'un qui est dans une vie associative, quelqu'un qui vit un drame personnel, quelqu'un qui est chargé de famille, et tout ça, c'est des apprentissages juste énormes qu'on emmène, qu'on le veuille ou pas, dans l'entreprise, qui me semble qu'on ait tout et ces circonstances lorsqu'on arrive et qu'on ouvre la porte le matin. Et on laisse pas complètement de côté ce qu'on nous a laissé croire. Moi, je fais partie de la génération, on nous a expliqué qu'on laissait à la maison tous ces sujets. En fait, la réalité, c'est que c'est pas possible. C'est un cœur, un corps, une âme, et qu'on vient avec tout ce qui nous arrive. Donc, moi, je suis heureuse qu'on arrive vraiment sur ce débat de la compétence transverse au cœur de l'entreprise. D'ailleurs, Muriel, Marie, qui est passionnée par les exemples que vous avez cités, nous dit « Et le 4e exemple, alors? Vous l'avez oublié ?» Pardon. Est-ce que vous l'avez en tête? Oui, je voulais vous parler de l'expérience collaborateur, mais ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'on a des entreprises comme Cordias, par exemple,
qui ont mis en place, alors vous avez beaucoup entendu parler de la semaine des 4 jours, ce qui est absolument pas du tout, là à nouveau, moi je trouve qu'on est encore dans des schémas où on se dit, voilà, c'est 4 jours, c'est 5 jours, tout ça en réalité, ça fait partie du passé. Ça peut être 4, ça peut être 3, ça peut être 5. Gorgias, ils ont fait tout un travail avec Welcome to the Jungle aussi, qui ont fait un travail remarquable sur l'expérience collaborateur. Et l'expérience collaborateur, en fait, ça raconte, Anne-Marie, ce que tu me disais l'autre jour, c'est est-ce que finalement on peut être, tu me disais, tout simplement et arrêter d'attirer. Et ça revient sur la fidélisation, c'est-à-dire que tout comme le mot fidélisation pour moi est terminé, la notion d'attirer n'a plus de sens. On voit bien les annonces, pour être pragmatique, qui s'écroulent en fait en termes d'efficacité dans le recrutement. C'est arrivé à la 9e place sur la 15e. Pourquoi ? Parce que finalement, on est dans une démarche d'aller vers. Donc attirer, c'est plus sujet. C'est l'expérience collaborateur / candidat devient première. Dès que je contacte quelqu'un, il est déjà en train de se faire une certaine idée à travers moi de mon entreprise, sur ma présence à l'autre, sur le fait d'être à l'heure, sur ce que je vais raconter, sur l'attention que je lui porte et non pas le pitch que j'ai envie de lui raconter. Et une fois qu'on est dans l'entreprise, l'expérience collaborateur, on a des entreprises qui sont en train de tester, pour être concrète, des services aux collaborateurs différenciés. Alors, ce qui est très dur en France, puisqu'en France, vous avez le droit du travail, qui en fait oblige à des accords collectifs. Tout le monde, la même chose. Donc, c'est très complexe en réalité. Donc, il faut avoir la capacité d'être sur des sujets qui ne touchent pas les sujets obligatoires en matière de négociation sociale, mais qui sont en train de tester des services aux collaborateurs. Quand vous rentrez dans l'entreprise avec ou sans enfants, dans vos souhaits, en fait, la gestion de communauté devient première. Et c'est là où on retrouve d'ailleurs, Anne-Marie aussi, je pense, le sens. Et donc, vous avez des entreprises qui sont en train de tester des services aux collaborateurs différenciés. Et donc, ça, c'est un truc absolument incroyable. C'est que ça passe aussi par le fait de poser la question aux gens, de s'intéresser aux autres. On est encore dans ça, de l'empathie et de faire en sorte d'avoir des modules différents. Donc, beaucoup de négociations, de conversations. Donc, voilà les exemples, l'expérience collaborateur que j'avais envie de partager. Ouais. Et juste, les managers de transition, 2 secondes sur ça, ce sont des gens qui vont dans plein d'entreprises et plein de missions. Vous imaginez ce qu'ils ramènent avec eux dans leur besace lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise pour faire une mission, sans enjeu personnel, sans aspect politique, puisqu'ils sont là de passage. Pour eux, c'est déjà acquis, mais ils viennent aussi avec plein de benchmarks et plein d'expériences qu'ils peuvent offrir aux entreprises. Donc, service collaborateur, voilà. Et je pense qu'il y a aussi un point sur lequel je voulais partager avec vous, c'était de dire qu'il n'y a pas un grand soir du sens. Que les DRH et que les managers ne s'affolent pas. Il n'y a pas un grand soir du sens. Je pense qu'il va y avoir vraiment une politique de petits pas, qui convient d'ailleurs assez bien au pragmatisme managérial. J'aime beaucoup ça. Une politique de petits pas et que chacun va pouvoir construire son sens. Et donc, j'avais noté ce point que je voulais vous partager, une espèce de nouveau défi pour le manager et le collaborateur qui serait de passer un petit peu un accord tacite en disant écoute, on va essayer de faire évoluer le sens qui te concerne toi. Alors, le premier sens, bien sûr, qui est le plus triste, c'est je vais le matin à l'entreprise pour gagner ma vie. Ça, c'est vraiment le premier niveau de sens. Celui-là, effectivement, ce serait bien s'il pouvait évoluer un peu. Le deuxième niveau de sens, c'est je vais à l'entreprise le matin pour faire mon métier. Là, on a commencé à acquérir un petit peu de sens supplémentaire. Et puis, le troisième niveau de sens, c'est je participe à construire une cathédrale. Mais attention, c'est chacun sa cathédrale. Et donc, Muriel a sa cathédrale, j'ai la mienne, tu as la tienne, JP. Véritablement, il n'y a pas un grand soir du sens, pas d'affolement. Simplement, ce qui serait intéressant et cool, c'est que chacun trouve sa petite cathédrale. Et que chacun reparte en se disant c'est OK, moi je fais des choses dans mon entreprise qui sont sympas, intéressantes, mais bon, moi ce qui me plaît véritablement, c'est les restos du cœur, vous avez compris. Pas grave, tout le monde n'est pas obligé de construire une grande cathédrale, mais en tout cas, si on peut travailler ensemble à une construction de sens la plus pragmatique possible, je pense que ça va être intéressant. Alors, il nous reste en fait une toute petite minute pour traiter une question que nous avons notamment eue de la part de Christelle, qui c'était au moment où on parlait justement du management de transition. Elle nous dit, est-ce que cela implique que les entreprises doivent mettre en commun leur vivier de talents? Alors ça, c'est une autre idée, ça. Moi, j'adore. Alors, vous savez que ça existe à travers les groupements, c'est même juridiquement, c'est né des coopératives, ce qui est assez complexe.
Il y a d'autres expériences qu'on a vu émerger, mais qui sont très difficiles, avec des allers-retours. Vous avez peut-être fait ça dans vos entreprises où en fait vous recrutez une personne et dans son parcours d'intégration, alors souvent c'est des hauts potentiels, des jeunes diplômés de graduates, ils vont aller faire un parcours de 2-3 ans avec des rôles et responsabilités. Dans ce parcours, ils vont venir finalement également passer du temps dans l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire chez des prestataires, chez des fournisseurs. Donc il y a des tentatives déjà. Ça nécessite une grande volonté, je pense, quand même, de la direction, puisque pour les managers, on revient sur ce que j'ai tout à l'heure, il faut vraiment les aider à franchir ce cap, à faire le saut quantique de passer de la propriété à l'usage. Ce que tous nos jeunes, en fait, ont compris. Vous le voyez aujourd'hui, la plus grande entreprise de voitures n'en détient aucune, elle s'appelle Blablacar. La plus grande entreprise de location de logements ne détient aucun logement, ça s'appelle Airbnb. Donc, cette notion de la propriété, elle est terminée, sauf que notre génération vit encore dedans. Donc, on a vraiment ce saut à faire pour les aider à faire ce passage. Voilà. Et Christelle avait une autre question concernant le management de transition. Est-ce qu'il peut s'appliquer à l'échelle d'une petite entreprise ou d'un artisan ? Oui, alors ça peut être plus complexe parce qu'il y a quand même je parlais que les coûts se retrouvent de manière identique, mais sur une échelle d'artisans ou de petites entreprises, les dirigeants, il n'y en a pas 50. Vous avez le chef d'entreprise, qui est en général une équipe très courte, directe d'experts, de techniciens, et donc il n'y a pas de rôle de direction qui soit au milieu. Donc on peut trouver, c'est peut-être un modèle qui n'existe pas encore, on le trouve chez les ressources humaines et les financiers, dans les TPE, PME, c'est ce qu'on a appelé, vous devez connaître les DRH partagés ou les directeurs financiers partagés, ce sont des gens qui se partagent dans plusieurs entreprises, mais cette idée-là pourrait émerger. En tous les cas, il y a une façon d'y accéder, c'est que dans l'imaginaire des gens, le management de transition, c'est souvent plusieurs mois. Je dois faire un contrat de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Pas du tout, moi j'ai 30% de mon activité où les gens viennent chercher quelques journées à temps complet. Et ils viennent régler un problème. Voilà. Donc, j'ai besoin de délivrer tel élément, de faire tel audit. Et ça offre une très, très grande souplesse. Et là, pour le coup est mieux maîtrisé. Et je pense particulièrement aux PME et artisans. Alors, c'est passionnant. On a plein de commentaires très sympas dans le chat. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait ces petits commentaires. Donc, ce webinaire est à présent terminé. On rend l'antenne à peu près à l'heure. C'est pas mal. On espère juste qu'il vous aura plu. Donc, vous qui avez participé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste après et à noter le webinaire. Ça nous est très utile. Vous recevrez aussi très rapidement un mail avec le lien pour visionner le replay de cet échange. Anne-Marie, on aura le plaisir de se retrouver dans un prochain webinaire. Bien sûr, Muriel, quant à vous, on peut vous suivre sur le site réseau137.com, c'est ça? Peut-être un dernier petit mot de la fin pour chacune d'entre vous, Muriel? Moi, j'ai envie de vous souhaiter d'expérimenter. Lever les freins et les barrières, en fait, il n'y en a pas, c'est uniquement dans notre imaginaire. Et voilà, seul le fruit n'est pas à atteindre, seul le chemin est à parcourir. Amusez-vous à expérimenter. Voilà. Merci. Anne-Marie, un dernier mot? Et moi, je voulais pour cette fabuleuse phrase que j'ai notée, remettre la conversation au centre de l'entreprise. Je crois que véritablement, on a un sujet de conversation au centre de nos entreprises et à titre personnel, je nous souhaite vraiment de passer du projet d'entreprise au projet de vie dans l'entreprise ou avec son entreprise. Ce serait vraiment le signe d'une harmonie forte, en tout cas d'une harmonie croissante entre les entreprises et les talents. Alors Muriel, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Anne-Marie, merci encore et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day.